Depuis le début de l'année 2025, environ 75 900 personnes sont entrées dans l'Union européenne. Et en France, 75 428 premiers demandeurs d'asile se sont enregistrés. Ces arrivées sont passées par 6 routes principales. Mais, comme d'habitude, la Méditerranée centrale reste la plus fréquentée, avec près de 30 000 personnes qui sont rejointes l'UE par cette voie, rien que cette année. Alors oui, ça paraît beaucoup. Et c'est le cas. Mais, et c'est important, c'est en fait une baisse de 20% par rapport à l'an dernier. Donc, c'est quand même une amélioration claire sur la plupart des routes. Mais même si ces personnes entrent dans l'UE dans son ensemble, elles ne sont pas réparties de façon égale entre les États membres une fois arrivées. Certains pays reçoivent bien plus de demandes d'asile que d'autres. Prenons le Danemark. Environ 960 demandes d'asile pendant les 6 premiers mois de l'année. Comparez ça à la France, plus de 75 000. Oui, là, il y a une vraie différence. Mais alors, pourquoi la migration vers le Danemark est-elle si faible ? Et est-ce que le modèle danois devrait devenir la nouvelle norme pour l'Union européenne ? Regardons les chiffres de plus près. Malgré ce que l'on peut lire dans les médias, ce n'est pas que la France qui a reçu le plus de demandes d'asile cette année. Ce titre revient de peu à l'Espagne avec un peu plus de 76 000 demandes d'asile enregistrées au premier semestre 2025. En deux, on a la France, on l'a dit, c'est 75 428, suivi de l'Allemagne avec 65 495. Ensuite l'Italie avec 62 534, la Grèce avec 27 718, et puis enfin la Belgique et le Pays-Bas avec un peu plus de 17 000 chacun. Et même si le chiffre du Danemark est très bas, 960, ce n'est pas le plus faible. La Hongrie, qui applique une politique migratoire très stricte sous Viktor Orban, n'a reçu que 47 demandes. La Slovaquie en a enregistré 84 et la Lituanie 152. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont l'œil, vous aurez remarqué que le nombre de demandes d'asile est bien plus élevé que le nombre d'entrées irrégulières mentionnées tout à l'heure. C'est parce qu'un grand nombre de demandeurs d'asile arrivent dans l'UE par des voies légales, en avion, en ferry ou même avec un visa en règle, puis déposent leur demande une fois sur place. Ces cas ne sont donc pas comptabilisés comme des franchissements irréguliers. Voilà pour le tableau d'ensemble en ce qui concerne les demandes totales. Mais comme les pays de l'UE ont des populations très différentes, regardons aussi les demandes d'asile par habitant. Et c'est là que le Danemark se distingue à nouveau. Seulement 0,4 demandes pour 1000 habitants l'an dernier, l'un des taux les plus bas de l'Union. Alors, comment le Danemark a-t-il réussi à maintenir des chiffres aussi bas ? Alors, le Danemark. Depuis des années, il est vu comme le mouton noir de la politique migratoire européenne. Non pas parce qu'il n'a rien fait, mais parce qu'il a fait les choses très différemment. Tellement différemment, en fait, qu'on parle aujourd'hui souvent du modèle danois. Prenez 2016, au plus fort de la crise migratoire. Les gouvernements danois ont activement tenté de dissuader la migration irrégulière avec des mesures très visibles. L'une d'elles, c'était la fameuse loi sur les bijoux, qui permettait à la police de confisquer l'argent liquide ou les objets de valeur des demandeurs d'asile au-delà de 1 300 € pour contribuer aux frais de leur séjour. Une autre mesure, des publicités dans les journaux libanais avertissant que le Danemark durcissait ses règles d'asile. Mais le changement le plus marquant est arrivé en 2019 avec l'adoption de la loi dite du changement de paradigme. Cette loi a profondément modifié la définition même de l'asile au Danemark. Désormais, les personnes cherchant une protection ne reçoivent plus un droit de séjour permanent ou à long terme. À la place, elles obtiennent un permis de séjour temporaire, généralement pour 1 an ou 2, avec des réexamens réguliers pour vérifier si elles remplissent toujours les conditions. Et le Danemark prend ces réexamens très au sérieux. Rien qu'en 2021, 453 réfugiés syriens se sont vus retirer leur statut d'asile. Ils ont ensuite été placés dans des centres de rétention avec des droits limités et une obligation de pointage stricte, ne leur permettant de sortir temporairement du centre que sous condition. Et certains ont fini même par quitter complètement le Danemark pour s'installer dans d'autres pays de l'UE. Les réfugiés sont aussi censés être financièrement autonomes et rentrer chez eux dès que possible. Car au Danemark, les réfugiés ne sont pas vus comme des citoyens en devenir, ce sont des invités présents uniquement tant que leur pays d'origine est jugé dangereux. L'objectif pour le Danemark, c'est le retour en sécurité et pas l'intégration. Il est toujours possible d'obtenir un permis de séjour permanent au Danemark, mais c'est extrêmement difficile. Les réfugiés doivent avoir vécu au moins 8 ans dans le pays et remplir une longue liste de conditions. Réussir les tests de langue danoise, prouver qu'ils ont occupé un emploi stable à temps plein pendant au moins 3 ans et demi sur les 4 dernières années, et d'autres conditions. À l'inverse, dans la plupart des pays de l'UE, le statut de réfugié est accordé pour le long terme et est difficile à retirer. L'objectif est donc souvent l'obtention d'un titre de séjour permanent, voire la citoyenneté. Et l'intégration, apprendre la langue, trouver un emploi, rejoindre une communauté, est au cœur de ce processus. Et la liste des règles strictes au Danemark ne s'arrête pas là.
Prenons, par exemple, le regroupement familial. Si un demandeur d'asile au Danemark souhaite faire venir sa famille, il doit remplir une longue liste de conditions très strictes. Il doit avoir au moins 24 ans, être financièrement autonome, disposer d'un logement indépendant et fournir une garantie financière de 59 052 couronnes danoises, soit environ 7 700 €. Et puis, il y a les délais d'attente, souvent très longs. Autrement dit, tout le système est conçu pour rendre le regroupement familial très difficile. Et en France, les règles sont beaucoup plus souples que celles du Danemark. Pour le regroupement familial, il n'y a pas d'exigence d'âge minimum, mais le demandeur doit justifier d'un logement adapté, de ressources stables et suffisantes, par exemple environ 1 800 € net par mois pour un foyer de 2 à 3 personnes, et doit détenir un titre de séjour stable, généralement un titre valable au moins 1 an, ainsi qu'une résidence en France d'au moins 18 mois. Et ça ne s'arrête pas là. En 2021, le Danemark est devenu le premier pays européen à adopter officiellement un plan visant à externaliser les procédures d'asile vers un pays tiers non européen, le Rwanda. Selon ce plan, les demandeurs d'asile arrivant au Danemark seraient envoyés par avion au Rwanda et leur dossier serait traité, pas au Danemark, pas dans l'Union européenne. Finalement, la proposition a été mise de côté. Mais l'idée, elle, n'a pas disparu. Elle a simplement changé d'échelle. Au lieu de chercher à externaliser au niveau national, le Danemark s'est tourné vers une autre ambition, le faire au niveau européen. Mais nous y reviendrons un peu plus tard dans cette vidéo. D'abord, vous vous demandez peut-être comment tout cela est-il même possible alors que l'UE a des règles très strictes en matière d'asile ? Eh bien, cela tient à une faille juridique. Depuis les années 1990, le Danemark bénéficie d'une dérogation officielle aux politiques européennes d'asile et de migration. C'est le seul pays de l'UE qui n'est pas lié par le système d'asile européen commun. Ce qui veut dire que le Danemark peut fixer ses propres règles sans avoir à suivre la norme européenne. Voilà donc le modèle danois. Et il repose sur une logique très simple. Si le Danemark devient une destination moins attirante, alors moins de personnes y viendront. Et un peu partout en Europe, cette logique gagne du terrain. En 2024, 15 pays ont adhéré à l'idée danoise d'externaliser le traitement des demandes d'asile vers des pays tiers. Et plus récemment, Frederik Merz a rejoint la liste en exprimant un soutien fort et en qualifiant le modèle danois de nouveau standard européen. Même la première ministre danoise, Mette Frederiksen, a récemment déclaré « Ce qui était l'opinion majoritaire dans nos populations depuis des années est en train de devenir la position majoritaire chez des nombreux responsables politiques aussi. Les dirigeants de l'UE commencent eux aussi à y prêter attention. » Ursula von der Leyen a soutenu l'idée d'externaliser le traitement des demandes d'asile et elle a proposé de nouvelles règles pour faciliter cela. Cette réforme comporte 4 changements majeurs, dont le principal est une nouvelle définition de ce qu'est un pays tiers sûr. Avec les nouvelles règles, les États membres pourraient envoyer des demandeurs d'asile vers n'importe quel pays jugé sûr, plus besoin que ce pays ait un lien personnel avec le demandeur. Mais cette proposition doit encore être négociée entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Du côté du Conseil, les choses s'annoncent bien. La plupart des gouvernements semblent favorables. Et en plus, c'est le Danemark qui assure actuellement la présidence du Conseil et il a fait de la question migratoire une priorité. Le vrai défi, ce sera peut-être le Parlement européen, où la résistance reste forte du côté des groupes de gauche, notamment la gauche, les socialistes et démocrates et les Verts. Cependant, une telle proposition risque à nouveau de susciter la colère des alliés du PPE, car pour faire adopter le texte, ils devront une fois de plus s'appuyer sur les votes de l'extrême droite. Et ça, c'est dangereux pour une coalition qui s'avère fragile. Et voici ce que j'en pense. Les partis de gauche perdent du terrain un peu partout en Europe, tandis que les partis de droite gagnent du poids. Il ne reste plus que quelques bastions où les socialistes sont encore au pouvoir. L'Espagne, la Lituanie, la Slovénie et oui, le Danemark. Et voici la partie surprenante, ces politiques migratoires strictes sont mises en place par les sociodémocrates au pouvoir au Danemark. Et ils sont en tête dans les sondages. Pour moi, c'est un message clair pour les partis de gauche à travers l'Europe. La migration est un sujet perdu. Il est évident que la plupart des Européens veulent un contrôle plus strict de la migration. Continuer à nier cette réalité ne fait que renforcer la montée de l'extrême droite. Et quand celle-ci arrive au pouvoir, les droits humains, qui comptent tant pour la gauche, peuvent être complètement remis en cause. Et oui, soyons honnêtes, les mariages fictifs et les failles dans le système migratoire existent. Mais il faut s'assurer que les réformes migratoires ne se fassent pas au détriment des droits humains. Avec la montée des attaques hybrides russes, y compris par la migration, il faut avancer prudemment. Et investir davantage dans le contrôle ne doit pas se faire au détriment de l'intégration culturelle, qui est aussi un investissement très important. Le Danemark assure actuellement la présidence du Conseil de l'UE, et si la migration est un grand sujet à l'ordre du jour, ils ont aussi d'autres projets ambitieux. Nous avons fait une vidéo complète à ce sujet.
Vous pouvez la regarder ici. Et enfin, ceci est le deuxième épisode de notre série sur la migration. Le premier portait sur l'explosion de la migration en provenance de Libye. Si vous vous demandez pourquoi et ce qu'on peut faire, regardez-le ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!